On s'est attelé à l'écriture, à l'adaptation, avec Olivier Prieur, qui a fait 90% de l'adaptation, et puis il a accepté que je fasse, parce que je suis coproducteur associé avec Jacques Salle, il a accepté que je regarde avec lui les différentes étapes du séquencier. Donc j'ai retravaillé beaucoup avec les dialogues, sur l'agencement des scènes. On a réfléchi aussi sur ce qu'on allait garder des personnages du roman initial, ce qu'on allait enlever, parce qu'il y a une arborescence telle, souvent dans le roman américain, qu'il fallait bien faire des choix. Donc on a fait ce qu'on appelle du 2 en 1, des personnages ont été rassemblés dans un seul et tout, et on a essayé de concentrer sur 6 heures ce formidable roman. Le film commence où tout va bien à titre un peu personnel, familial, mais autour de moi, les gens commencent à se détacher de moi. Dans cette ville qui n'existe que lors des saisons estivales et qui est totalement morte en hiver, il y a de la délocalisation, des gens qui sont partis, les commerces ne marchent plus, il n'y a plus grand chose à faire. Tu t'es levé cette nuit? Oui. C'est encore le boulot? Oui. Tu sais, la semaine dernière, on a refait toute l'installation électrique du casino, hier tout a pété. J'ai vraiment pas besoin de ça. Le film commence comme ça, il est en plein marasme, quoi. Sa boîte ne fonctionne plus, il ne sait pas comment s'en sortir. Sauf qu'il a une sorte de psychorigidité, d'inflexibilité qui fait que personne n'ose lui dire qu'il y a peut-être des solutions parallèles. Et on découvre au fur et à mesure que cet homme est une sorte de self-made man, très attaché à l'idée de travailler plus pour gagner plus. Il estime que seule la valeur du travail doit l'emporter, que ceux qui ne travaillent pas sont un peu des feignants. On sent qu'il est peut-être pas tout à fait capable d'écouter un peu la détresse et d'écouter les excuses, d'avoir de la compassion pour ceux qui auraient eu un peu de faiblesse. Tu peux pas me faire une avance? Je t'en ai fait déjà 2 ce mois-ci, ça suffit. On est rendu à 3, puis comme ça on n'en parle plus. On n'en parle plus, Pascal, en effet. C'est non. Arrête. C'est un problème qui est véritablement universel. Comment s'en sortir lorsque vous êtes dépassé par les événements, lorsque le quotidien devient un véritable problème et que vous ne savez plus comment subvenir à vos besoins? Là, j'en suis au point mort, j'ai plus de commission. Avec toutes les délocalisations, Pierre-Yves a presque plus de sites à gérer. Alors oui, je regrette, mais maintenant c'est trop tard. La force de ce roman, c'est que sur ce fond social, il y a l'histoire d'un homme épris d'amour qui vient de perdre sa femme et dont la première réaction est bien entendu le désespoir, la tristesse, l'effondrement, puis ensuite la colère. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi, bordel? Il y a toujours une phase de colère dans le deuil, et une colère qui est d'autant plus alimentée qu'autour de lui, tout le monde lui dit « Mais ta femme, tu n'as pas vu qu'elle était dépressive, tu n'as pas vu qu'elle était une ivrogne, tu n'as pas vu qu'elle allait causer la mort, sa propre mort et la mort d'un homme et d'un garçon dans un accident absolument tragique. » Dans cette toute petite ville, ça prend des proportions absolument gigantesques parce que tout le monde se connaît et je deviens une sorte de pestiféré, le mari de celle qui a tué. Pardon de le dire aussi crûment, mais votre femme est quand même en partie responsable de ce drame. Et en plus, on me reproche de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Ça se passait bien, vous deux? Oui, très bien. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, parfois tu peux être un peu impulsif. Vous auriez pu vous disputer. Elle nous parlait. Toi aussi, tu peux me parler. Mais j'ai rien à te dire, Anne. Strictement rien. Même la gendarme qui, à un moment, le prend en affection parce que mon mari a été victime d'un accident et dans le coma, donc elle comprend ma douleur, elle comprend mes affres, mais elle ne fait que tenter de m'amener vers la raison, à savoir, il va bien falloir que vous fassiez à l'idée que votre femme faisait une dépression et qu'elle a bu et que vous ne pouviez pas le soupçonner. Donc elle essaye de me déculpabiliser par rapport à ça. Non, il n'y a personne qui me soutient, ni ma fille, ni ma belle famille, ni mes amis. Ils me regardent tous avec un peu de pitié, un peu de compassion, presque un peu de condescendance parfois, en me disant « il serait peut-être temps que tu ouvres les yeux, arrête de te mentir ». Et c'est quelque chose au fond de moi, au plus profond de mon âme, qui me laisse penser que je n'ai pas pu me tromper. C'est une sorte d'hommage posthume à l'honneur perdu de son épouse. Et c'est pour ça, c'est un homme qui se bat pour retrouver confiance en lui, et puis aussi
Parce qu'il se dit, si je n'ai pas vu, c'est que l'être que j'aimais, je ne la connaissais pas. Il y a un sentiment d'humiliation quand vous découvrez que celui que vous aimiez était peut-être pas celui que vous idéalisiez. Donc c'est toute cette palette d'émotions, de colère, de rage, de quête solitaire d'une vérité dont il ne sait rien, qui va l'amener très loin, dans un contexte en plus qui est lourd. C'est Edwin Bailly qui a pensé à la Bretagne. Indépendamment du fait qu'il soit breton, c'était la bonne idée. Trouver une ville qui, entre janvier, février, mars, qui ont été les dates du tournage, ait un ciel suffisamment tourmenté pour servir aussi notre histoire. Je pense que la lumière de la Bretagne, qui dans une seule journée peut nous proposer les 4 saisons, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un soleil radieux le matin, 20 minutes plus tard, ça s'assombrit, ensuite c'est la tempête, et puis à nouveau, le ciel s'éclaircit, mais avec cette lumière si particulière. C'est extrêmement changeant le temps, comme je pense les humeurs et les variations des personnages, donc c'était une belle idée. Après, il fallait trouver la ville qui s'associe le mieux à l'idée qu'on se faisait du film. Et là, effectivement, Pléneuve-Valandré, qu'on a rebaptisé pour des raisons poétiques aussi Sainte-Lune, pour justifier le fait qu'on avait appelé notre fille Luna, parce que je suis très attaché à cette ville, mon personnage est très attaché à cette ville, il ne veut pas la quitter, tout le monde veut quitter cette ville, lui il y est très attaché, de manière organique quasiment. Il l'aime tellement qu'il a voulu rendre hommage à cette ville en appelant sa fille Luna, et cette ville s'appelle Sainte-Lune. Et quand on a découvert effectivement que sur une place, il y avait, en faisant un 360 degrés, un panoramique avec la caméra, tous les lieux essentiels du théâtre, du drame, Edwin s'est dit, c'est ici qu'il faut tourner, pas ailleurs. Quelque chose de très tendu, très british aussi peut-être dans cette série, qui nous a tout de suite laissé penser avec Jacques que ça pouvait faire un très beau feuilleton à la française.